Je vous retrouve encore une fois en Allemagne. Notre course contre le temps continue dans ce nouvel hôtel dont il manque clairement un morceau. En faisant le tour, on se rend compte qu'il va vraiment falloir être prudent. La véranda a des courbes dangereuses. Dedans, on voit clairement des traces d'incendie, alors forcément, j'ai fait mes propres recherches. Au début du XVIIIe siècle, une auberge fut construite à cet endroit. 200 ans plus tard, une extension de 3 étages est construite et utilisée comme hôtel. Au début du XXe siècle, l'hôtel est utilisé comme maison de cure, puis comme maison de repos à partir des années 70. Comme pour beaucoup d'établissements en Allemagne de l'Est, la chute du mur vient tout chambouler. L'hôtel n'a plus été utilisé depuis les années 90. L'auberge a malheureusement brûlé en 2018, mais le reste a pu être épargné. Ça tient encore debout, mais pour combien de temps encore ? Je ne serais pas étonné de voir un tas de pierres si je repasse par là. C'est pour ça que je parle d'une course contre le temps. 30 ans d'abandon, ça ne fait pas de cadeau. Tous ces lieux sont voués à disparaître, effondrés sur eux-mêmes ou démolis. Ici, on arrive un peu tard, mais quand même dans les temps pour pouvoir documenter ce qu'il reste. Je dis souvent que ce qui m'intéresse, c'est la photo de nuit, mais j'ai retrouvé un engouement pour faire des images de jour. Comme dans le premier épisode de cette mini-série, c'est mon amie Julia qui a cadré la majorité des plans. Du coup, j'en ai profité pour prendre des photos sans réfléchir du tout. Ça a permis d'user mon cerveau un peu moins. J'espère le revendre plus cher comme ça. Quoique, j'ai essayé de comprendre le contexte de quelques papiers qui traînaient, des genres de recettes abstraites qui parlaient carrément de choses compliquées. En gros, ça t'explique comment faire un menu pour ton hôtel en fait. Mangeant uniquement des bananes et des barres de céréales, ça m'est clairement passé au-dessus. Alors tant pis pour la thune, on essayera de faire don à la science. Il reste des annexes à examiner avec exactement le genre de scènes qui me plaisent. De la végétation qui s'installe dans une pièce qui s'effondre. J'aime les choses simples. De quoi faire 2 photos sympas. Ça aurait été dommage de ne pas y jeter un œil. Le sol n'a pas l'air terriblement solide cependant, alors il faut rester prudent. Je mettrai ces photos sur mon Instagram urbex.berlin. Il y a un lien dans la description. N'hésitez pas à passer sur mon autre compte Urbarto. Il y a de nouvelles photos de nuit qui arrivent. Pour la suite de la journée, on va passer dans un sanatorium et dans un endroit non identifié qu'on tentera d'identifier mais un peu plus tard, enfin pas tout de suite, du coup bref. La dernière fois, vous avez pu voir qu'on est des humains qui aiment manger et dormir, et on s'est arrêté en fin de journée. Aujourd'hui, je vous montre à quoi ressemble le matin. On est grave trop des explorateurs pros, alors quand on se lève, on cherche le sens du vent, la direction du nord, et surtout le réchaud au fond du sac. Cette fois-ci, on a fait le café un peu comme on a pu, ça réveille, et puis miam miam le muesli. Après, je pensais gober des insectes, mais j'avais le ventre plein, donc je me suis contenté de les observer. Plein d'énergie, on a pris la route vers le sanatorium, qui a d'ailleurs eu différents usages au cours de son histoire. Il a été construit pour servir de spa dans les années 1880. Pendant les guerres mondiales, c'était un hôpital militaire. Vers 1930, c'est devenu un sanatorium, et bien plus tard, à l'époque soviétique, un centre de vacances. Décidément, on a un fil tout à fait rouge, parce que les bâtiments sont laissés pour compte depuis la chute du mur il y a 30 ans. On décide d'explorer le plus grand. Dans l'ensemble, c'est plutôt bien conservé et je pense qu'il y aurait moyen de réutiliser ce lieu sans trop de problèmes. En faisant appel à Barto BTP, l'expertise en construction et rénovation depuis 1987. Devis gratuit sans engagement sur rendez-vous. Après, niveau chauffage, anticipez des frais importants ici. Mais si vous avez beaucoup d'amis, vous pourriez y installer une colocation un petit peu glauque. Tout ça étant très vide, on s'attarde pas bien longtemps. On taille la route pour enchaîner sur d'autres lieux qu'on n'a pas tous filmés. Parfois c'est trop vide, trop vandalisé. Et dans ces cas-là, il vaut mieux passer son tour et garder du temps pour des endroits réellement intéressants. Le temps de s'arrêter boire 15 cafés, on arrive dans ce qui me semblait être un hôtel, mais qui n'en est peut-être pas vraiment un. Pour celui-ci, je vous le dis tout de suite, j'ai pas vraiment d'infos précises. Ça ressemble quand même plus à une maison. Des chambres d'hôtes peut-être. On y plonge la tête la première, par une fenêtre explosée qui n'annonce rien de bon. La première vision du rez-de-chaussée me donne l'impression qu'on ne va pas trouver grand-chose d'intéressant ici, mais par expérience,
Il faut parfois aller au plus profond d'un lieu pour être récompensé. Les toiles d'araignée nous disent que l'endroit est bien à l'abandon, mais juste à côté, il y a des signes d'une tentative de rénovation, pas forcément si récente en fin de compte. Le plafond nous donne des nouvelles de Apollo 13, 1970. Comme ça, on sait à quelle heure allumer la télé pour voir l'atterrissage. Il y a une lumière allumée dans l'escalier. Un peu paranoïaque, je me dis qu'on va avoir des problèmes. Mais en fait, c'est juste le soleil qui éclaire à travers la vitre. Remettez-moi un double expresso éventuellement. On se rend compte que la porte arrière était béante. Au moins, on sortira plus facilement. Courageusement, je passe devant pour aller explorer les étages. C'est osé, parce que si je retombe sur une peluche de clou denté, je sais toujours pas quoi faire. Une fente de boîte aux lettres dans la porte du premier étage ne confirme absolument aucune hypothèse. Les lampes et le papier peint confirment absolument les années 70. Il y a plusieurs chambres et des salles de bain. Grave pratique pour héberger des gens. De plus en plus d'indices, de moins en moins de réponses. Ça part vraiment en vrille, je ne sais plus rien, j'ai mangé la carte SD ou pas. Bref, direction le deuxième étage pour tenter d'en savoir moins. Dans l'épisode précédent, j'ai dit que j'aime les hôtels. Et même si cet endroit n'en est pas tout à fait un, il me plaît quand même. Parce que l'atmosphère est un peu impersonnelle. Ça arrive qu'on se retrouve dans des maisons abandonnées pleines d'objets vraiment personnels. Et dans ces cas-là, je me sens pas du tout à ma place. Du coup, les hôtels me permettent quand même de voir dans le passé, sans me sentir comme un intrus. Bon, ici, il reste quand même des trucs. Je vais interpréter littéralement cette pièce. Un enfant de 73 ans y a été enfermé, comme punition pour avoir peint une toile trop osée pour son siècle. Non, ça colle pas. Je vous laisse quelques images et si vous trouvez une autre histoire, meilleure si possible, je suis preneur. On s'engouffre plus loin dans les années 70. C'est le gros revue de presse moment. Un magazine avec des photos de la Lune a capté mon attention. Je me dis que ça devait être dingue d'être témoin de cette époque. Trop fort les Américains. Et ouais, ça fait plus de 50 ans. Le journal des Jeux Olympiques, quant à lui, me fait découvrir Mitsuo Tsukahara. Coïncidence intéressante, il a inventé le salto de la Lune. Le journal dit que ce saut est impossible. Je suis sympa, dans la description je vous mets un lien vers une vidéo de ce fameux salto. Bref, cette maison parle quand même beaucoup de la Lune. Si on y trouve une troisième référence, on pourra dire que c'est un complot. Et avec un peu de chance, devenir complice et rafler un max de thunes. Les complots, c'est jamais gratuit, n'est-ce pas ? Avant de redescendre pour voir le salon, je trouve une boîte du jeu T'en fais pas. C'est quasiment comme les petits chevaux, avec moins de cases notamment. Les parties sont plus rapides. J'ai lu sur internet que même si les pions ne sont pas des chevaux, c'est pas illégal d'en utiliser quand même. Ça m'a l'air risqué quand même. Chacun fait ses choix après. Le salon a une atmosphère plutôt familiale. Vu comme les placards sont éparpillés, il a forcément été pillé. Dentiste de la rime, le texte m'abîme, casse la mise en abîme. À l'unanimité, le conseil constitué de Julia et moi-même, deux seuls témoins de cette exploration, a décidé que nous sommes face à des petites chambres d'hôtes. Ce qui explique la présence d'albums photos et des nombreuses chambres que vous n'avez pas toutes vues mais qui étaient bien présentes. Autour de la maison, le village s'agite. Un chien aboie. Depuis le début, nous sommes restés discrets, mais on se méfie. J'ai déjà dû rester caché dans certains lieux abandonnés en attendant que quelqu'un parte du banc positionné juste devant ma sortie. Quand c'est possible de ne pas attirer l'attention, c'est toujours mieux. On sait pas encore où dormir ce soir, et l'après-midi touche à sa fin. Il faut remballer, puis commencer à regarder la carte à la recherche d'un coin de forêt propice à cacher deux tentes. Demain, on a prévu d'explorer une prison ancienne qu'on peut même qualifier de château, sans exagérer. Ça promet une ambiance spéciale, et peut-être même une partie de cache-cache contre un inconnu, presque aussi discret que nous. Ou bien des inconnus. Mais je vous raconterai ça très bientôt, promis. Si ça n'est pas encore en ligne, allez voir l'épisode précédent. En attendant, après quelques détours, on a trouvé une colline sur laquelle dormir quelques heures. Impossible de planter les piquets des tentes, tellement le sol est dur. La météo annonce un réveil bien avant l'aube, pour éviter une énorme averse. Vatmut datmut, comme dirait Helmut. À bientôt pour la suite.